Chaque été, dans les jardins des banlieues, des petites fermes et des plates-bandes, la même déception silencieuse apparaît au bord du sol. Un plant de tomates qui paraissait fort en juin commence à se faner en juillet. Ses feuilles inférieures pâlissent, ses tiges perdent leur portance et les fleurs ouvertes une semaine plus tôt se dessèchent avant de pouvoir donner des fruits. Un plant de poivre à côté cesse complètement de pousser, comme si un signal invisible lui disait de conserver la force qui lui reste. La plupart des jardiniers connaissent ce moment. Ils se tiennent au-dessus de la plante, regardent les feuilles jaunies et supposent que la saison a déjà pris sa décision. Peut-être que la chaleur était trop forte. Peut-être que le sol était pauvre. Peut-être que la plante était faible dès le début. Alors ils attrapent la pelle, la retirent et la jettent sur le tas de compost. Mais une plante qui semble finie n'est pas toujours morte. Parfois, les racines sont encore vivantes. Parfois, la tige transporte encore de l'eau. Parfois, la plante n'a pas atteint la fin de sa vie. Il a simplement atteint assez rapidement la limite de ce que le sol peut lui donner. Cette différence compte. Parce qu'une usine en difficulté ne demande souvent pas tout. C'est demander une pièce manquante au bon moment. Un minéral qu'il ne peut atteindre. Un système microbien devenu silencieux. Une pénurie d'azote qui ralentit chaque nouvelle feuille. Un manque de magnésium qui affaiblit la chlorophylle. Un rythme de sol qui a été interrompu par la chaleur, des erreurs d'arrosage ou un épuisement. Le jardinage moderne transforme souvent ce problème en produit. Une feuille jaune devient une bouteille. Une fleur bloquée devient un sac. Un lit fatigué devient un autre voyage à la jardinerie. Mais bon nombre des aliments liquides les plus rapides qu'un jardinier puisse préparer ne commencent pas sur les étagères des magasins. Ils commencent dans la cuisine, dans le seau, dans les restes que la plupart des gens jettent avant de se rendre compte que ces restes contiennent encore les matériaux exacts qui manquent à une plante. Ce n'est pas parce que les déchets de cuisine sont magiques, c'est parce que les plantes et les cuisines sont reliées par le même cycle. La peau d'oignon, l'eau de riz, la tomate meurtrie, la peau de banane, le marc de café, le fumier vieilli d'un petit animal de ferme. Chacune de ces matières contient encore des nutriments, des sucres, des minéraux ou de la nourriture microbienne. Laissés entiers, ils se décomposent lentement. Transformés en liquide, ils peuvent pénétrer beaucoup plus rapidement dans le système du sol. C'est l'idée cachée derrière ces 5 aliments liquides. Chacun résout un problème différent. On donne un extrait minéral rapide. On réveille les microbes du sol. L'un d'eux délivre de l'azote à partir de déchets verts. L'un combine les minéraux de cuisine dans un tonique plus large. Et l'on remonte au plus ancien système de fertilisation jamais utilisé par l'homme. La première commence par quelque chose que presque tout le monde jette sans réfléchir. Pelure d'oignon. Chaque cuisine en connaît le son. Des couches sèches et papier racé se décollent dans la poubelle avant que le couteau n'atteigne l'ampoule. Il semble trop fin et trop cassant pour avoir de l'importance, comme si la partie utile de l'oignon ne commençait qu'une fois la couche externe brune retirée. Mais ces skins ne sont pas vides. Ce sont des tissus protecteurs, construits par la plante pour protéger le bulbe du soleil, du séchage, des parasites et des maladies. En raison de ce rôle, ils contiennent des minéraux concentrés et des composés végétaux qui ne disparaissent pas simplement parce que l'oignon a atteint une planche à découper. L'important est de ne pas les enterrer et d'attendre. C'est l'erreur que commettent de nombreux jardiniers. Ils entendent dire que les pelures d'oignon sont bonnes pour les plantes, les creusent directement dans le sol et s'attendent à ce qu'une plante faible réagisse rapidement. Finalement, ces peaux se décomposeront. Mais les fibres végétales sèches ne libèrent pas leur contenu du jour au lendemain. Ils ont besoin d'humidité, de microbes et de temps. Une plante qui s'effondre déjà sous la chaleur estivale n'aura peut-être pas ce temps. La méthode la plus rapide est l'extraction. Une poignée de pelures d'oignon sèches placées dans un pot d'eau commencent à libérer ces composés solubles de la même manière que les feuilles de thé libèrent de la couleur dans une tasse. En une journée, l'eau passe du clair au doré. Après un autre jour, il se transforme en ambre, transportant de petites quantités de minéraux et de composés végétaux protecteurs qui étaient enfermés dans ces couches de papier. Ce liquide n'est pas un engrais complet. Il ne reconstruira pas tout seul un sol mort, et il ne sauvera pas une plante dont les racines sont déjà pourries. Mais pour une plante soumise à un léger stress minéral, en particulier si sa tige et son système racinaire sont encore vivants, l'eau de pelure d'oignon peut agir comme une première réponse douce. Il pénètre dans le sol sans la dureté d'un choc synthétique. Il donne à la plante une petite boisson de minéraux dissous. Cela donne à la zone racinaire quelque chose d'utile, avant que les peaux sèches ne se décomposent d'elles-mêmes. Et parfois, cette petite différence suffit à maintenir la plante en mouvement pendant que le reste du système pédologique rattrape son retard. La méthode est simple. Une poignée de pelure d'oignon propre est placée dans un bocal ou un petit seau recouvert d'eau et laissé pendant 24 à 48 heures. Lorsque le liquide devient ambré, il est filtré et versé à la base de la plante, sans être pulvérisé sur les feuilles, ni concentré en une infusion forte. La force de cette méthode est sa douceur. Cela ne force pas la croissance. Cela n'inonde pas le sol. Il prend simplement un matériau qui aurait disparu à la poubelle
et en renvoie une partie à la zone racinaire sous une forme que le jardin peut utiliser plus tôt. Et c'est pourquoi l'eau de pelure d'oignon est le bon point de départ. Il montre le principe derrière les 5 flux. La valeur ne réside pas seulement dans l'ingrédient. La valeur est dans la transformation. Mais l'eau de pelure d'oignon apporte surtout à la plante une petite aide minérale. Le liquide suivant fonctionne différemment. Il ne nourrit pas la plante en premier. Il nourrit le système invisible autour de la plante, la couche vivante de bactéries, de champignons et de microbes qui décident de la quantité de nutrition que les racines peuvent réellement recevoir. Et cela commence par une eau trouble que la plupart des gens versent directement dans les égouts. Le deuxième aliment liquide commence par quelque chose de si ordinaire que la plupart des gens ne le considèrent même pas comme un déchet. C'est l'eau trouble qui reste après le rinçage du riz. Dans les cuisines du monde entier, cette eau apparaît presque tous les jours. Il devient pâle et laiteux à mesure que l'amidon s'échappe de la surface des grains, puis il disparaît dans les égouts avant que quiconque ne s'arrête pour se demander ce qu'il contient encore. L'eau de riz fraîche est déjà légèrement utile car elle transporte des amidons, de petites quantités de minéraux et des traces de vitamine B provenant de la surface du riz. Mais la véritable valeur ne commence que lorsque l'eau n'est pas utilisée immédiatement. Cela commence lorsque l'eau peut fermenter. Au début, le changement est discret. Le pot repose sur un comptoir, légèrement couvert, ayant presque exactement le même aspect que la veille. Puis après 2 ou 3 jours, l'odeur commence à changer. Il devient légèrement aigre, ni pourri ni fétide, mais vivant, de la même manière que le levain ou les légumes fermentés portent une légère saveur lorsque l'activité microbienne a commencé. Cette odeur est le signal. L'eau de riz n'est plus simplement de l'amidon trouble en suspension dans un liquide. Il est devenu un simple aliment microbien, façonné par des levures sauvages et des bactéries lactiques provenant du riz, de l'air et du récipient lui-même. C'est pourquoi l'eau de riz fermentée appartient à une catégorie très différente des restes de cuisine ordinaire. L'eau de pelure d'oignon fonctionne principalement par extraction, extrayant les composés utiles des tissus végétaux secs vers un liquide. L'eau de riz fermentée fonctionne par culture. Il utilise l'amidon comme aliment pour les micro-organismes et ces micro-organismes deviennent une partie de la valeur de l'aliment. Cette idée se connecte à une tradition agricole plus large. À la fin du XXe siècle, le scientifique agricole japonais Teruo Iga a contribué à populariser le concept de micro-organismes efficaces, souvent abrégé en EM. Ses travaux se sont concentrés sur les communautés microbiennes bénéfiques qui pourraient soutenir les processus du sol, améliorer la décomposition et aider à restaurer l'activité biologique dans les sols appauvris. L'eau de riz fermentée maison n'est pas la même chose qu'une formule EM contrôlée, et elle ne doit pas être traitée comme s'il s'agissait d'un produit de laboratoire. Mais cela suit une logique biologique similaire. Le jardinier ne se contente pas d'ajouter des nutriments. Le jardinier nourrit la vie. Lorsque l'eau de riz fermentée diluée atteint le sol, les microbes et les amidons restants interagissent avec les organismes existants autour des racines. C'est dans cette zone étroite de la vie, la rhizosphère, que se négocie une grande partie de la nutrition des plantes. Les racines libèrent des sucres. Les bactéries et les champignons réagissent. Les minéraux deviennent disponibles ou indisponibles en fonction de l'activité microbienne, de l'humidité et de la chimie. Une plante fatiguée, qui pousse dans un sol biologiquement faible, peut avoir des nutriments à proximité et ne pas toujours les utiliser correctement. Le garde-manger est peut-être plein, mais la cuisine est fermée. L'eau de riz fermentée aide à rouvrir cette cuisine en donnant au microbiome du sol une source d'énergie facile et une petite impulsion d'activité microbienne. Lorsque les organismes du sol réagissent, ils commencent à décomposer plus activement la matière organique, à libérer des enzymes et à remodeler les nutriments sous des formes que les racines peuvent absorber. C'est pourquoi l'effet de l'eau de riz fermentée est souvent plus lent qu'un apport direct d'azote, mais son influence est plus profonde. Cela ne crée généralement pas de transformation spectaculaire du jour au lendemain. Au lieu de cela, après plusieurs jours, la plante peut commencer à paraître plus stable. Les feuilles tiennent mieux. Les nouvelles pousses semblent moins pâles. La surface du sol peut même commencer à sentir plus terreux après l'arrosage, signe d'un retour de l'activité biologique. L'erreur courante consiste à utiliser l'eau de riz trop tôt. De nombreux jardiniers rincent le riz, versent l'eau trouble directement sur le sol et s'attendent au même résultat qu'avec l'eau de riz fermentée. L'eau de riz fraîche peut aider un peu, mais elle n'a pas encore subi la transformation microbienne qui rend la méthode intéressante. La deuxième erreur est de l'utiliser trop fort. Un liquide fermenté qui sent très aigre ou qui est resté trop longtemps peut irriter les racines délicates, en particulier sur les semis ou les plantes déjà affaiblies par un arrosage excessif. C'est pourquoi la méthode la plus sûre est toujours la dilution. Une approche simple consiste à récupérer l'eau de rinçage du riz, à la placer dans un bocal propre, à la couvrir sans serrer pour que le gaz puisse s'échapper, et à la laisser à température ambiante pendant 2 à 5 jours. Une fois qu'il sent légèrement aigre mais pas pourri, diluez-le abondamment avec de l'eau claire
avant de le verser au pied des plantes établies. Le but n'est pas de tremper le jardin dans un liquide acide. L'objectif est d'introduire un léger coup de pouce biologique. Utilisé correctement, l'eau de riz fermentée devient l'un des moyens les plus simples de rappeler à un sol fatigué qu'il est censé être vivant. Il prend quelque chose qui aurait disparu dans l'évier et le transforme en nourriture microbienne, restituant ainsi de l'énergie à la communauté souterraine qui soutient la plante. Et cette distinction est importante, parce que toutes les plantes en difficulté n'ont pas d'abord besoin de minéraux. Certains ont besoin de la terre autour de leurs racines pour se réveiller. Certains ont besoin de bactéries et de champignons pour relancer le travail silencieux de déverrouillage de ce qui est déjà présent. Mais il y a des moments où une plante n'a pas le temps d'attendre que le système du sol se reconstitue lentement. Une tomate qui perd sa couleur au milieu de la saison, un plant de courge qui perd ses feuilles, ou un poivron qui a cessé de produire de nouvelles pousses, peuvent manquer de l'un des nutriments les plus rapides du jardin. Ce nutriment est l'azote. Et le troisième aliment liquide commence par les restes verts tendres que la plupart des ménages jettent chaque semaine. Le troisième repas liquide commence dans la partie de la cuisine que la plupart des gens essaient de ne pas regarder trop longtemps. Une tomate moelleuse au fond du tiroir, une poignée d'épinards flétris, un concombre qui a perdu de sa fermeté, quelques feuilles de laitue qui sont devenues molles avant que quiconque ne les utilise. La plupart des ménages traitent ces déchets comme la fin de la chaîne. S'ils ont de la chance, ils vont dans un bac à compost. Si ce n'est pas le cas, ils vont à la poubelle, puis dans une décharge où leurs nutriments sont complètement éliminés du cycle du jardin. Mais pour un jardinier, ces restes ne sont pas inutiles. Ce sont des fertilités inachevées. Les déchets végétaux verts sont riches en humidité, en minéraux et en composés azotés qui aidaient autrefois les plantes vivantes à construire des feuilles, des tiges et des cellules. Lorsque ces matériaux sont enfouis entièrement dans le sol, ils peuvent éventuellement restituer des nutriments au sol, mais ce processus prend du temps. Et le temps est exactement ce qu'une plante qui s'effondre n'a peut-être pas. C'est là que la digestion liquide change la donne. En écrasant les restes verts et tendres, en les plongeant dans l'eau et en permettant aux microbes de les décomposer avant l'application, le jardinier accélère un processus qui autrement se déroulerait lentement dans un tas de compost. Le tissu végétal commence à s'effondrer, les parois cellulaires se rompent et les nutriments enfermés dans les restes commencent à se déplacer dans le liquide environnant. Le résultat n'est pas élégant. Ce n'est pas le genre d'intrant de jardin qui a fière allure dans une bouteille en verre avec une étiquette propre. Il devient sombre, trouble et dégage une forte odeur, car la décomposition n'est pas un processus décoratif. C'est la biologie qui démantèle une forme de vie pour qu'une autre forme de vie puisse l'utiliser. Et le principal nutriment pour lequel cette méthode est souvent utilisée est l'azote. L'azote est le nutriment le plus associé à la croissance des feuilles, à l'expansion de la tige et à la couleur vert foncé des plantes vigoureuses. Lorsque l'azote devient faible, les plantes ralentissent souvent considérablement. Les feuilles plus âgées peuvent jaunir en premier, les nouvelles pousses s'affaiblissent et la plante semble perdre de son élan, même lorsque l'eau et la lumière du soleil sont disponibles. Cela rejoint l'une des idées les plus importantes en nutrition végétale, la loi du minimum de Liebig. Le principe est simple. Une plante ne pousse pas en fonction des nutriments dont elle dispose en abondance. Il ne pousse que dans la mesure où les nutriments essentiels les plus limités lui permettent de croître. L'ancienne image utilisée pour expliquer cela est celle d'un tonneau en bois fabriqué à partir de douves inégales. Le tonneau ne peut contenir de l'eau que jusqu'à la hauteur de la douelle la plus courte, quelle que soit la hauteur des autres. La croissance des plantes fonctionne de la même manière. Si le potassium, le phosphore et le calcium sont présents, mais que l'azote est trop faible, l'ensemble du système ralentit au niveau de la ligne d'azote. Pour de nombreux jardins familiaux, en particulier dans les plates-bandes qui ont produit beaucoup au printemps et au début de l'été, l'azote devient une courte portée. Le digestat de déchets végétaux est un moyen de restituer rapidement une partie de l'azote manquant. La méthode est simple dans son principe, mais elle demande de la retenue. Les restes verts tendres sont hachés ou écrasés, placés dans un seau, recouverts d'eau et maintenus immergés afin que la fermentation et la décomposition puissent commencer uniformément. Après plusieurs jours à 2 semaines selon la température, le liquide devient suffisamment fort pour être utilisé uniquement après une forte dilution. Cette dernière phrase compte plus que toute autre chose dans cette section. Seulement après une forte dilution. C'est là que de nombreux jardiniers ruinent la méthode. Ils sentent la force du liquide et supposent que la force signifie la puissance, puis le versent directement sur les plantes faibles comme s'ils donnaient un médicament. Mais le digestat concentré peut brûler les poils racinaires, submerger le sol et créer exactement le stress que le jardinier essayait de résoudre. Un aliment de secours ne devrait jamais devenir une seconde blessure. L'approche la plus sûre consiste à traiter le digestat de déchets végétaux comme un extrait concentré et non comme de l'eau. Il doit être dilué jusqu'à ce qu'il soit faible, doux et appliqué uniquement autour de la zone racinaire des plantes établies. Il ne doit pas être pulvérisé sur les feuilles,
surtout pas pendant la chaleur de la journée, et il ne doit pas être versé directement sur des plants au système racinaire délicat. Cependant, utilisé correctement, ce liquide peut fournir une poussée d'azote utile lorsqu'une plante est au point mort, mais a encore des racines vivantes. Le changement n'est généralement pas théâtral et ne devrait pas être promis comme une résurrection, mais après plusieurs jours, une plante qui était pâle et encore peut commencer à produire une nouvelle croissance plus forte. Les feuilles inférieures peuvent ne pas récupérer, car les feuilles endommagées retrouvent rarement une santé parfaite. Mais le sommet de la plante peut recommencer à bouger. C'est le signe à surveiller. Il ne s'agit pas de savoir si les anciens dégâts disparaissent, mais si la nouvelle croissance s'améliore. Cette distinction est importante, car de nombreux jardiniers interprètent mal la récupération. Ils regardent les feuilles jaunes, attendant qu'elles redeviennent vertes, et supposent que le traitement a échoué. Mais les plantes laissent souvent derrière elles les tissus endommagés, et investissent leur énergie dans de nouvelles feuilles, de nouvelles racines et de nouvelles fleurs. La récupération apparaît généralement au point de croissance. En ce sens, le digestat de déchets végétaux apprend au jardinier à regarder vers l'avant plutôt que vers le passé. Cela révèle également quelque chose de plus vaste à propos du ménage lui-même. Chaque semaine, la cuisine moyenne produit des déchets verts mous qui contiennent encore des nutriments végétaux. Lorsque ces déchets quittent la propriété, le jardin perd la fertilité qui aurait pu restituer au sol. Dès qu'une partie est redirigée vers du compost ou des aliments liquides, le cycle commence à se fermer. Le but n'est pas de créer un seau malodorant pour le plaisir. L'objectif est de cesser de traiter les matières riches en nutriments comme des déchets. L'eau de pelure d'oignon donne un extrait minéral doux. L'eau de riz fermentée nourrit le système microbien. Le digestat de déchets végétaux répond directement au signal de faim lorsque l'azote est devenu le facteur limitant. Mais de nombreuses plantes en difficulté ne souffrent pas seulement d'un manque de nutriments. Une tomate peut avoir besoin de potassium pour la fructification, de calcium pour la solidité des tissus, de magnésium pour la chlorophylle et de nourriture microbienne pour maintenir le sol actif. Un poivre peut caler car plusieurs petites carences se sont superposées. Pour ce genre de faiblesse, les jardiniers optent souvent pour un tonique mixte. Et le quatrième aliment liquide est le plus mal compris de tous, car presque tous les ingrédients qu'il contient ont été exagérés, mal utilisés ou mal expliqués quelque part sur internet. Le quatrième aliment liquide est celui qui est le plus susceptible d'attirer l'attention, car il semble presque trop simple pour être utile. Une peau de banane, quelques marques de café usagées, une coquille d'œuf écrasée, une petite pincée de sel d'Epsom, une cuillerée de mélasse verte. Pris séparément, chaque ingrédient semble ordinaire et, dans de nombreux foyers, la plupart d'entre eux seraient jetés avant la fin de la journée. Mais ensemble, ils représentent quelque chose d'important. Non pas une formule miracle, mais un petit ensemble de carences courantes qui apparaissent souvent en même temps chez les plantes de jardin fatiguées. C'est pourquoi le mélange est devenu populaire parmi les jardiniers. Cela semble complet. La peau de banane est la plus prometteuse sur le plan émotionnel, car la plupart des jardiniers associent désormais les peaux de banane au potassium. Ce lien est réel, même s'il est souvent exagéré en ligne. Les pelures de banane contiennent du potassium, et le potassium est extrêmement important dans le jardin, car il aide à réguler le mouvement de l'eau, la floraison, le développement des fruits et le transport des sucres à travers la plante. Un plant de tomate pauvre en potassium peut encore produire des feuilles, mais sa fructification peut devenir faible. Les fleurs peuvent tomber, les fruits peuvent rester petits, et la plante peut avoir du mal à déplacer l'énergie des feuilles vers les parties qui deviennent réellement la récolte. Mais une peau de banane enterrée entière à côté de la plante ne résoudra pas ce problème rapidement. Comme les pelures d'oignon, les pelures de banane doivent être décomposées avant que leurs nutriments ne deviennent utiles. Dans une infusion liquide, en particulier si elle est soutenue par une activité microbienne, ce processus commence plus rapidement que dans un sol sec. L'ingrédient suivant est le marc de café, et c'est là que l'un des mythes les plus persistants en matière de jardinage doit être corrigé. Depuis des années, les jardiniers répètent l'idée selon laquelle le marc de café rend le sol fortement acide. Cette affirmation n'est que partiellement vraie lorsqu'il s'agit de café frais et non infusé. Le marc de café usagé, celui qui reste après la préparation du café, est généralement beaucoup plus proche de la neutralité que ce que la plupart des gens pensent. Leur véritable valeur n'est pas qu'ils rendent le jardin acide. Leur intérêt réside dans le fait qu'ils ajoutent de la matière organique fine, de petites quantités d'azote et une texture que les organismes du sol peuvent progressivement exploiter. Dans un aliment liquide, ils contribuent moins comme une dose chimique que comme un léger support organique pour le système microbien. Viennent ensuite les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs sont souvent décrites comme une solution instantanée de calcium, en particulier pour les tomates souffrant de pourriture apicale. Mais c'est un autre endroit où les conseils de jardinage sur internet deviennent trop simples. Les coquilles d'œufs sont principalement constituées de carbonate de calcium,
Mais les gros morceaux se décomposent lentement. Une coquille tombée dans le sol aujourd'hui peut encore être visible longtemps après que la plante qui avait besoin d'aide ait terminé la saison. Cela ne rend pas les coquilles d'œufs inutiles. Cela signifie qu'ils doivent être traités correctement et compris honnêtement. Les coquilles d'œufs finement broyées ou réduites en poudre peuvent apporter du calcium au fil du temps, en particulier dans les sols biologiquement actifs. Mais elles ne doivent pas être considérées comme un remède d'urgence à chaque problème de fructification. La pourriture apicale des fleurs est souvent liée non seulement au calcium présent dans le sol, mais également au mouvement de l'eau à l'intérieur de la plante. Si la plante ne peut pas déplacer régulièrement le calcium vers les fruits en développement, parce que l'arrosage est incohérent, l'ajout de plus de calcium à lui seul ne résoudra peut-être pas le problème. C'est exactement pourquoi le cocktail de cuisine doit être traité comme un support et non comme de la magie. Son quatrième ingrédient, le sel d'Epsom, requiert encore plus de prudence. Le sel d'Epsom est du sulfate de magnésium, et le magnésium se trouve au centre de la chlorophylle, la molécule qui permet aux feuilles de capter la lumière du soleil. Lorsqu'une plante manque vraiment de magnésium, le symptôme peut être frappant. Les feuilles commencent à jaunir entre les nervures, tandis que les nervures restent vertes. Dans ce cas précis, une petite quantité de sel d'Epsom dissous peut aider. Mais le sel d'Epsom n'est pas une astuce universelle pour verdir. Si le jaunissement provient d'un manque d'azote, de dommages aux racines, d'un arrosage excessif, d'une maladie ou d'une carence en fer, le magnésium ne résoudra pas le vrai problème. Des ajouts répétés sans diagnostic peuvent même perturber l'équilibre entre le magnésium et le calcium du sol. C'est là que le meilleur jardinier ralentit. Toutes les feuilles jaunes ne signifient pas la même chose. Toutes les plantes faibles n'ont pas besoin de la même alimentation. Et tous les ingrédients de la cuisine ne doivent pas être ajoutés simplement parce que cela semble naturel. L'ingrédient final est la mélasse noire. Et elle constitue peut-être la partie la plus importante du mélange. Non pas parce qu'elle nourrit directement la plante, mais parce qu'elle nourrit des microbes qui rendent le breuvage actif. La mélasse contient des sucres et de petites quantités de minéraux, mais son véritable rôle est de réveiller le processus microbien. Lorsqu'il est ajouté à un seau contenant de la peau de banane, du marc de café, de la poudre de coquille d'œuf et de l'eau, il donne aux bactéries et aux levures une source d'énergie. Ces organismes commencent à décomposer les ingrédients plus rapidement, transformant ainsi un trempage passif en une extraction vivante. Sans mélasse, le mélange peut encore libérer certains nutriments, mais il se comporte davantage comme des restes posés dans l'eau. Avec la mélasse, le breuvage devient plus biologiquement actif. C'est la différence entre un trempage lent et un tonique fermentant. Une version soignée de ce mélange n'a pas besoin d'être compliquée. Une peau de banane hachée, une petite quantité de marc de café usagé, une coquille d'œuf très finement broyée, une petite pincée de sel d'Epsom uniquement en cas de suspicion de carence en magnésium, et une cuillerée de mélasse noire peuvent être ajoutées à l'eau et laissées pendant plusieurs jours avec un couvercle lâche. Lorsque le liquide commence à sentir la terre, ou légèrement fermenté plutôt que pourri, il peut être filtré et dilué avant d'être appliqué au sol autour des plantes établies. Le mot dilué compte à nouveau. Une infusion mélangée contient plusieurs matières actives à la fois, et plus n'est pas mieux. Une plante faible n'a pas besoin d'être submergée. Il doit être ramené à l'équilibre. Appliqué trop fort, même un liquide naturel peut irriter les racines ou créer des déséquilibres nutritionnels. Utilisé correctement, ce quatrième aliment fonctionne mieux non pas comme médicament d'urgence, mais comme un large soutien pendant les périodes stressantes de la saison. Fructification précoce, floraison abondante ou récupération après les chaleurs. Il transporte le potassium de la peau de banane, la matière organique douce du marc de café, le calcium lent de la coquille d'œuf, éventuellement le magnésium du sel d'Epsom en cas de besoin, et l'énergie microbienne de la mélasse. Cette combinaison explique pourquoi les jardiniers y sont attirés. C'est comme si toute la cuisine se tournait vers la terre. Mais même ce mélange reste moderne par rapport aux plus anciens aliments liquides de la liste. Bien avant que les peaux de banane ne soient courantes dans les épiceries, bien avant que les filtres à café ne se trouvent dans les poubelles de cuisine, et bien avant que les jardiniers ne débattent du sel d'Epsom en ligne, les fermes dépendaient d'une source de fertilité plus sombre et plus ancienne. Cela venait des animaux. Et lorsqu'il est manipulé correctement, il est devenu l'un des aliments liquides les plus complets jamais utilisés en agriculture. Le cinquième aliment liquide est plus ancien que toutes les allées de jardinage modernes. Avant l'azote synthétique, avant les sacs d'engrais en plastique, avant les bouteilles aux couleurs vives promettant une croissance instantanée, les exploitations agricoles reposaient sur un cycle beaucoup plus simple. Les animaux mangeaient de l'herbe, du foin, des mauvaises herbes, des céréales et des résidus de culture. Leur fumier restituait une partie de cette fertilité à la terre. Le champ nourrissait l'animal, et l'animal nourrissait le champ. Ce n'était pas romantique, c'était pratique. Pendant la majeure partie de l'histoire agricole, le fumier n'était pas en déchet. Il était stocké, vieilli, mélangé à de la litière, composté et remis au sol. Parce que les agriculteurs avaient compris
qu'une ferme qui perdait son fumier était une ferme qui perdait lentement sa fertilité. La version liquide de cet ancien système est souvent appelée thé de fumier. L'image correspond presque exactement à ce que son nom l'indique. Le fumier vieilli est placé dans un sac poreux, une vieille thé d'oreiller en coton, un sac en toile de jute ou un sac d'alimentation en filet, est descendu dans un seau d'eau comme un sachet de thé géant. Pendant plusieurs jours, l'eau extrait les nutriments solubles tandis que les matières solides restent contenues. Le résultat est un aliment liquide sombre qui peut contenir de l'azote, du phosphore, du potassium, des oligo-éléments et de la vie microbienne dans un simple extrait. Mais c'est aussi l'aliment qui demande le plus de respect. Le fumier frais n'est pas la même chose que le fumier vieilli. Les excréments frais peuvent contenir trop d'ammoniac, trop de sel, des graines de mauvaises herbes et des agents pathogènes qui n'ont pas leur place à proximité des cultures comestibles. Utilisé avec négligence, il peut brûler les semis, contaminer les feuilles et créer plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est pourquoi l'ancienne règle est importante. Utiliser uniquement du fumier vieilli ou composté. Le fumier de poulet a tendance à être le plus fort et est généralement le plus riche en azote et en phosphore, ce qui le rend puissant mais facile à abuser. Le fumier de vache est plus doux et plus équilibré, souvent apprécié pour améliorer la structure du sol au fil du temps. Le fumier de lapin est célèbre parmi les jardiniers car il est plus doux que de nombreux autres fumiers, mais même dans ce cas, préparer du thé à partir de matériaux vieillis reste la voie la plus sûre. La préparation doit rester simple et prudente. Une petite quantité de fumier vieilli va dans le sac va dans l'eau, et le seau reste assis pendant plusieurs jours pendant que le liquide s'assombrit. Lorsque le thé est prêt, il doit être dilué jusqu'à ce qu'il ressemble à du thé légèrement glacé avant de toucher le sol. Cette couleur n'est pas seulement un détail visuel, c'est un rappel que le but n'est pas la force. L'objectif est la disponibilité sans blessure. Une plante faible et déjà soumise à un stress n'a pas besoin d'un apport concentré de nutriments. Il lui faut une boisson que les racines peuvent supporter. Le thé de fumier doit être appliqué au niveau du sol, autour de la zone racinaire, de préférence lorsque la journée est fraîche et que le sol est déjà légèrement humide. Il ne doit pas être pulvérisé sur les feuilles comestibles et il ne doit pas être utilisé avec négligence à proximité de la récolte, sur les cultures dont la partie comestible touche le sol. C'est ici que le jardinage pratique et les connaissances anciennes rencontrent la prudence moderne. L'ancienne méthode fonctionne car elle extrait la fertilité d'un matériau utilisé par les fermes depuis des milliers d'années. L'avertissement moderne est important, parce que nous comprenons la sécurité alimentaire plus clairement aujourd'hui que de nombreux jardiniers dans le passé. Les deux vérités peuvent exister ensemble. Utilisé correctement, le thé de fumier vieilli est l'un des aliments les plus complets de cette liste, car il ne se concentre pas sur une carence précise. Il apporte un large spectre de fertilité dans la zone racinaire, tout en renforçant la vie biologique du sol. Ce n'est pas aussi propre que l'eau de pelure d'oignon. Ce n'est pas aussi doux que l'eau de riz fermenté. Il n'a pas le charme culinaire des pots de banane et du marc de café. Mais elle véhicule la plus ancienne leçon de l'agriculture. La fertilité ne se crée pas en achetant davantage. La fertilité est maintenue en restituant ce que le système a déjà produit. Et maintenant, les 5 flux commencent à avoir un sens ensemble. L'eau de pelure d'oignon est un extrait d'ambre rapide, une boisson minérale douce, fabriquée à partir de quelque chose que la plupart des cuisines jettent. L'eau de riz fermentée est le signal d'alarme microbien, nourrissant la vie invisible autour des racines plutôt que directement la plante. Le digestat de déchets végétaux est un sauvetage azoté, utile lorsque la croissance verte est au point mort et que la plante a encore la force de réagir. Le cocktail de cuisine est le support le plus large, combinant du potassium, de la matière organique douce, du calcium lent, éventuellement du magnésium et du carburant microbien en un seul tonique soigné. Le thé de fumier vieilli est l'ancienne méthode agricole, un aliment liquide complet issu du cycle entre les animaux, le sol et les plantes. Aucun d'eux n'est magique. Aucun d'entre eux ne peut faire revivre une plante dont les racines sont déjà pourries, dont la tige est complètement sèche ou dont le point végétatif est mort. Une plante morte est morte, et aucun jardinier honnête ne devrait prétendre le contraire. Mais de nombreuses plantes qui semblent terminées ne le sont pas vraiment. Ils sont au point mort. Ils ont faim. Ils sont piégés dans un sol qui ne peut plus fournir le bon support à la bonne vitesse. Et c'est là que ces aliments liquides sont importants. Ils travaillent plus rapidement que l'enfouissement des chutes entières, car la transformation a déjà commencé avant que la matière n'atteigne le sol. L'eau extrait les minéraux. La fermentation réveille les microbes. La digestion libère de l'azote. La dilution transforme la force en sécurité. Le principe qui sous-tend les 5 méthodes est le même que celui qui a prévalu dans les anciens systèmes agricoles pendant des siècles. Les déchets ne sont des déchets que lorsque le cycle est rompu. La peau d'oignon, l'eau de riz, le légume meurtri, la peau de banane, le marc de café, la coquille d'œuf, le fumier vieilli. Aucun de ces matériaux n'est inutile. Ce sont des nutriments pris entre une vie et la suivante.
attendant que le jardinier les restitue au système. Cela ne signifie pas que chaque jardin devrait être rempli de bières maison aléatoires. Les meilleurs jardiniers ne sont pas imprudents. Ils observent en premier. Ils examinent quelles feuilles jaunissent, si le sol est humide ou sec, si les racines sont vivantes, si la plante essaie de pousser une nouvelle croissance, et si le problème est la faim, le stress, la maladie ou un mauvais drainage. Un aliment liquide n'est utile que lorsqu'il répond aux vrais problèmes. Mais lorsque le diagnostic est correct, même un petit aliment fait maison peut changer la direction d'une plante en difficulté. Pas toujours du jour au lendemain, pas toujours de façon dramatique, mais suffisamment pour transformer le déclin en reprise. Et c'est la vérité la plus discrète cachée dans cette histoire. Le remède à un jardin fragile n'est pas toujours plus long. Il n'est pas toujours scellé dans une bouteille, mesuré en usine et vendu sous une étiquette lumineuse. Parfois, il passe déjà chaque jour dans la cuisine, inaperçu car la vie moderne nous a appris à séparer la nourriture du sol, les déchets de la fertilité et le jardinage des cycles qui rendent le jardinage possible. Alors la prochaine fois qu'une tomate commence à jaunir, qu'un poivron cesse de fleurir ou qu'une vieille courgette semble perdre sa volonté dans la chaleur de l'été, faites une pause avant de prendre la pelle. Regardez la plante plus attentivement. Si les racines sont encore vivantes, l'histoire n'est peut-être pas terminée. Et quelque part à proximité, dans un pot d'eau d'oignon ambré, un ferment de riz trouble, un seau de reste vert, une petite infusion de cuisine ou un vieux thé de fumier trempant tranquillement à l'ombre, le jardin a peut-être déjà ce dont il a besoin pour recommencer.